l'année 2024, et avec elle, un nouveau thriller apocalyptique glaçant. La règle est simple, terrifiante. Quiconque s'endort, meurt. Silencieusement. La question hante tous les esprits. Est-ce l'œuvre d'un virus inconnu, ou celle, plus insidieuse, d'une force mystérieuse? Accrochez-vous, car l'horreur commence maintenant. Notre protagoniste, Dewey, se réveille en sursaut d'un cauchemar. Autour de lui, ses collègues de garde sont frappés de stupeur. Que s'est-il passé? Il revisionne fébrilement la vidéosurveillance de l'instant d'avant. On y voit Dewey, la tête qui bascule, puis son corps entier, entraînant sa chaise, s'effondrer au sol. Il l'ignore encore, mais cette chute brutale vient de lui sauver la vie. Enfin, la journée de travail s'achève. Son ami, Matteux, lui propose d'aller à une fête tardive chez un ami. Dewey hésite, il voudrait refuser, mais il apprend que son ex-petit ami sera là. Alors, sans plus attendre, il suit Matteux jusqu'à une demeure isolée. Cependant, à peine le seuil franchi, un malaise l'envahit, il commence à regretter. La fête? Terminée depuis longtemps. Sa petite amie? Déjà rentrée. Il ne reste que quelques âmes errantes, trop épuisées pour trouver le sommeil. Matteux, visiblement déçu, se plaint que ses amis ne l'aient pas attendu. Dans sa frustration, il bouscule accidentellement un compagnon qui dormait. C'est alors que l'effroyable vérité éclate, l'homme ne respire plus. Paniqué, Dewey hurle d'appeler les secours. Mais rien à faire, le système indique que la ligne est désespérément occupée. Il n'a d'autre choix que de monter à l'étage, espérant trouver le propriétaire, implorer de l'aide. Terrible découverte, le couple Gilles a, eux aussi, mort de manière inexplicable. La première pensée de Dewey, une fuite de gaz, c'est certain. L'urgence absolue est d'emmener les 3 blessés aux urgences. Quelques dizaines de minutes plus tard, Dewey et Matteux arrivent en trombe à l'hôpital. Mais en voyant la porte de l'ambulance grande ouverte, un sinistre pressentiment lui glace le sang. Il se rue à l'intérieur et là, le spectacle est apocalyptique, le couloir est jonché de cadavres. Dewey attrape une infirmière, et Ling, la suppliant. 3 personnes dans la voiture ont un besoin vital de soins. Hélas, l'infirmière secoue tristement la tête après vérification, ils sont morts depuis plus de 2 heures. Face à une telle hécatombe, il faudrait alerter la police. Dewey est anéanti, furieux. L'hôpital ne devrait-il pas s'occuper des défunts? Et Ling, désemparée, explique qu'elle ne peut rien. Cette nuit, une vague de décès sans précédent a déferlé, et leurs effectifs sont tragiquement insuffisants. Dewey est sans voix. Il décide d'attendre l'aube, la reprise normale de l'hôpital, pour agir. Son regard se pose sur un couple, une mère et sa fille, assises un peu plus loin. La jeune fille encourage tendrement son père à dormir, à récupérer. Au même instant, Ling, avec une douceur infinie, rappelle à son collègue « Tu es sur le pont depuis hier, il est grand temps que tu te reposes. » Moins d'une demi-heure s'écoule, et Dewey assiste, horrifié, à la mort du père, qui écume de la bouche. Il se précipite pour prévenir la fille, mais trop tard, le couple a succombé, inexplicablement. Ling, comprenant la gravité de la situation, part chercher son collègue, pour le découvrir lui aussi sans vie. Tous les 3 comprennent alors, avec une terreur partagée, l'ampleur du désastre. Est morte dans son sommeil. Comment croire à une chose pareille? C'est trop insensé. Ling avait bien tenté d'appeler la police, mais en vain, l'inoccupée, ou personne au bout du fil. Elle en est convaincue, ils doivent se rendre au poste. Sinon, la liste des victimes s'allongera encore et encore, chaque personne s'endormant étant une condamnée en sursis. Dehors, le ciel commence à peine à s'éclaircir. Les 3 rescapés montent en catastrophe dans leur voiture. Mais en arrivant au centre de la petite ville, Ling, toujours aussi observatrice, sent que quelque chose cloche terriblement. Elle hurle à Matteux d'arrêter la voiture. Vous n'avez rien vu? Les rues, elles sont désertes. Dewey, incrédule, regarde autour de lui. Pour prouver ses dires, Ling tire un coup de feu en l'air. Un long, angoissant silence leur répond. Aucun badaud, pas une âme qui vive. Dewey, refusant d'y croire, pénètre dans un appartement voisin. Il fouille, et la terrible confirmation tombe, un couple gît sans vie dans la chambre. Cette fois, la réalité s'impose à eux, brutale, implacable. Toute la ville est frappée par cette mort insidieuse qui vient avec le sommeil. Aller à la police? Absolument inutile désormais. L'urgence, la seule, est de prévenir leurs proches. Ne dormez surtout pas. Dewey appelle son ex-petit ami en priorité. Son téléphone est éteint. Matteux et Ling connaissent la même angoisse. Leurs appels restent sans réponse. Le constat est terrible. Leur famille, leurs amis, tous semblent avoir péri dans leur sommeil la nuit dernière. Ling, le cœur serré, pense aux habitants de l'immeuble où elle travaille. Il faut les avertir, à tout prix. Matteux a une idée, la station de radio voisine. Peut-être pourront-ils diffuser un message d'alerte? Alors qu'il s'apprête à partir, coup du sort, la voiture tombe en panne, au pire moment. Pendant que Matteux s'acharne sur la mécanique, Dewey tente à nouveau d'appeler sa petite amie. Miracle! Cette fois, ça sonne. Mais la voix à l'autre bout du fil est glaciale. Elle lui reproche de la déranger. Elle a passé une nuit blanche, dit-elle, et s'apprête enfin à dormir. Dewey est au bord de la crise de nerfs, mais elle ne lui laisse pas le temps de placer un mot. Il n'a plus le choix, il doit courir la prévenir en personne.
Matteux, après avoir pesté contre la situation, retourne à la réparation. En discutant avec Elling, Dewey apprend que Matteux et lui sont d'anciens vétérans, et que Matteux est même un ex-pilote de l'air, un as de la mécanique. Et effectivement, peu après, le moteur vrombit à nouveau. Il file vers la station de radio. Là encore, le silence de mort. Tout le personnel a succombé. Pendant ce temps, Dewey court toujours vers la maison de sa petite amie. Chaque seconde compte, il le sait, chaque minute de retard est un danger de plus pour elle. Les cadavres qui jalonnent sa course sont une preuve macabre de l'urgence. Essoufflé, il arrive enfin. D'un coup de pied rageur, il défonce la porte. Il inspecte la chambre, elle n'est pas sur le lit. Alors qu'il s'interroge, une douleur fulgurante, un coup de gourdin par derrière. C'était elle. Elle pensait à un cambrioleur. Dewey, désespéré, tente de s'expliquer, la supplie de ne pas dormir. Mais Kaidi, son ex, est persuadée qu'il invente des prétextes pour se rapprocher. Elle se souvient de leurs disputes passées, des cauchemars que Dewey lui racontait, déjà si absurdes à l'époque. Excédée, elle veut appeler la police. Mais, comme Dewey s'y attendait, l'appel ne mène nulle part. C'est alors qu'une voix familière s'élève de la radio, Elling, lançant un appel désespéré à tous les survivants, les implorant de ne pas dormir. Enfin, Kaidi le croit. Peu après, Elling et Matt les rejoignent. À 4, ils doivent trouver une issue. Ne plus dormir du tout? C'est impossible, ils le savent. Dewey, insomniaque chronique, connaît les limites. Après 48 heures, c'est l'effondrement, les hallucinations, la folie. Elling est catégorique. Ils doivent découvrir l'origine de cette hécatombe par le sommeil, sinon leur sort est scellé. Le groupe retourne à l'hôpital. Elling a un plan terrible mais nécessaire. Utiliser le matériel médical pour disséquer des cadavres, chercher un indice. Alors que Kaidi traverse un couloir, elle entend de faibles gémissements. Elle entre dans une chambre et découvre, stupéfaite, une survivante alitée. Elling explique, cette vieille dame souffre d'un cancer. Ses douleurs sont telles qu'elle ne peut dormir sans puissants médicaments. Un hasard tragique qui, paradoxalement, l'a sauvée de la malédiction du sommeil mortel. Elling prévient les autres, elle va commencer l'autopsie. Elle leur distribue des stimulants, une trêve fragile contre l'envie de dormir. Matteux, de plus en plus angoissé, a tenté de joindre le FBI, le CDC, en vain. Les appels se perdent dans le néant. La catastrophe serait-elle mondiale? Elling secoue la tête, déterminée. Elle leur demande d'enfiler des blouses chirurgicales. Elle a déjà choisi son sujet, un patient décédé durant son sommeil. Dewey et Matteux filmeront, Elling opérera. Lorsqu'elle incise la calotte crânienne, une fumée étrange s'élève. Tous retiennent leur souffle. Et là, gravé sur l'os même du défunt, un symbole terrifiant, un triangle. Dewey est parcouru de sueur froide. Ce symbole, il l'a vu, encore et encore, dans ses cauchemars. Les autres, eux, n'ont rien remarqué de son trouble. Ils s'interrogent, comment un tel symbole a-t-il pu être gravé là? Avec la technologie actuelle, c'est impensable. Elling sent une panique sourde la gagner. Cette horreur dépasse tout entendement. Seul Dewey, prostré dans un coin, lutte pour rassembler les fragments de ses songes funestes. Kaidi, l'observant, devine son tourment. Poussé par ses questions, Dewey finit par avouer son terrible secret. Depuis l'enfance, une étrange maladie le ronge. Dès qu'il s'endort, le même cauchemar le hante. Un cauchemar peuplé d'un homme-éléphant au visage ensanglanté et d'un sinistre homme masqué. Depuis des années, il ne compte plus les fois où l'homme-éléphant l'a tué en songe. Et la cicatrice qu'il porte, c'est ce même symbole triangulaire. Pour les autres, son récit est presque insensé, un délire. Il se souvient en avoir parlé à Kaidi par le passé, provoquant son exaspération. Elle le croyait devenu fou, et avait rompu. Mais aujourd'hui, face à cette réalité cauchemardesque, Kaidi le croit enfin. Un profond remords pour son égoïsme passé l'envahit. Pendant ce temps, à l'hôpital, Elling s'apprête à donner ses médicaments à la vieille dame malade. Mais celle-ci, d'une voix faible, demande « Pourquoi ma famille ne m'a-t-elle pas appelé depuis si longtemps ?» Le temps s'écoule, inexorable. Matteux, posté près de l'escalier, voit Elling pousser la vieille dame vers la salle d'examen. Un mauvais pressentiment le saisit. Il court prévenir Dewey. Il se précipite, mais la porte de la salle est verrouillée. Elling a pris une décision terrible, laisser la vieille dame s'endormir et observer, grâce aux instruments, le processus fatal. Kaidi la traite de folle, mais Elling rétorque, avec une assurance glaçante, que c'est le souhait de la vieille dame. Sachant la catastrophe imminente, ses proches disparus, elle ne veut pas survivre seule. Dehors, ils peuvent hurler, supplier, rien n'y fait, la vieille dame a choisi sa fin. Ses yeux se ferment lentement. Elling recueille une avalanche de données cérébrales. L'analyse révèle une anomalie, juste avant l'arrêt cardiaque, 2 zones du cerveau de la vieille dame étaient anormalement actives. En d'autres termes, elle est morte, dans son rêve. Matteux murmure, impossible. Dewey confirme, amer, il est mort tant de fois en rêve, et pourtant, il est là, vivant. Un silence de mort s'abat sur eux. Soudain, Dewey brise le silence. Combien de temps après s'être endormie, a-t-elle cessé de respirer? Elling réfléchit. Environ 3 minutes. Une idée folle germe alors dans l'esprit de Dewey, il va s'endormir. Il veut voir quel genre de rêve peut réellement tuer. Matteux l'interroge, tu veux mourir? Dewey connaît les risques, bien sûr. Il leur donne une consigne stricte, réveillez-moi dans 3 minutes, pas une de plus. Tout est prêt. Dewey s'allonge. Épuisé par plus de 40 heures de veille, la détente le submerge et il sombre presque instantanément. L'instant d'après, il est dans une prairie désolée. Ses pieds sont entravés par des chaînes de fer, chaque pas est une torture. Une voix éthérée murmure, tu as soif, tu dois boire. Instinctivement, Dewey rampe vers un lac, mais les chaînes le retiennent. L'eau est si proche, une soif inextinguible le brûle. Combien de temps s'est écoulé? Sa mère, décédée, apparaît, un verre d'eau à la main. Dewey s'avance, ému, mais un détail le frappe, le reflet du triangle dans le verre. Sa mère l'encourage. Bois, et ta soif s'apaisera.
Alors qu'il porte le verre à ses lèvres, une forme immense traverse le ciel, une baleine géante. Et devant lui, se dresse l'homme masqué. D'un geste, il écarte la vision de sa mère, et désigne le verre. Regarde bien. Dewey comprend. Ce symbole, c'est la marque de l'homme-éléphant. Sa mémoire s'éclaire. Ce vieil homme masqué l'a déjà averti, maintes fois, de les rejoindre. Alistair, dit l'homme masqué avant de s'évanouir. La figure de sa mère se tord alors, se transformant en l'homme-éléphant. C'est à ce moment précis qu'Eling le réveille brutalement. 2 minutes et demie se sont écoulées. Encore sous le choc, il leur raconte son périple onirique. S'il avait bu cette eau, c'en était fini de lui. Il comprend, une force mystérieuse manipule les rêves, matérialise les peurs les plus profondes pour tuer. Heureusement, l'homme masqué était là. Se remémorant les paroles de son guide, Dewey a une intuition. Alistair, ce nom pourrait être la clé pour briser la malédiction. L'idée est folle, absurde, mais ils n'ont pas d'autre piste. Ils décident de jouer leur va-tout, de s'accrocher à cette infime lueur d'espoir. Matt consulte une carte. Même en avion, Alistair est à plus de 10 heures de vol. Ils tiennent à peine debout, après plus de 50 heures sans sommeil. Dewey tranche. Allons-nous attendre la mort ici? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils rassemblent leurs affaires. Les stimulants antifatigue sont leur bien le plus précieux. Une fois prêt, Matt, le pilote improvisé, se motive. Direction, un aéroport privé. De là, ils loueront un avion pour rejoindre cette île mystérieuse. Dans la voiture, Dewey sent la somnolence l'envahir, une fatigue écrasante. Il lutte pour garder les yeux ouverts et découvre avec horreur que Kaidi s'est endormi. Pris de panique, il sort une seringue d'adrénaline de son sac et la lui injecte sans ménagement. Kaidi se réveille en sursaut. Cet électrochoc a chassé la fatigue de tout le groupe. Peu après, ils atteignent l'aéroport privé. Comme ils s'y attendaient, c'est un lieu fantôme. Matt déniche l'avion le plus cool, survole le manuel et démarre le moteur sans hésiter. L'appareil s'arrache au sol, filant vers un ciel d'azur. Dewey le sait, le plus dur commence. Kaidi est la première à céder. Ses yeux se ferment, doucement. Et Ling veut tenter à nouveau l'adrénaline, mais cette fois, aucun effet. Dewey pousse un cri de rage et de désespoir. Le voyage venait à peine de commencer, et sa bien-aimée l'a quitté. Sa tristesse est vite balayée par une vague de fatigue insurmontable. Matt, le pilote, est lui aussi à bout. Il s'est mordu les bras jusqu'au sang pour rester éveillé, mais ses paupières pèsent une tonne. Et Ling, sentant le danger, lui injecte une dose de stimulant. Matt reprend un peu ses esprits, mais la suite ne dépendra que de sa propre volonté. Ces drogues ne peuvent être administrées en continu. La situation de Dewey est encore pire. Les hallucinations commencent. Il sait que ce n'est pas réel, et pourtant, tout lui paraît si vrai. Alors que Dewey est sur le point de flancher, Matt, ce dur à cuire, verse la dernière goutte d'alcool sur sa blessure pour se maintenir éveillé. Et soudain, à l'horizon, elle est là, la légendaire île d'Alistair. Pas de piste d'atterrissage. Matt n'a d'autre choix que d'amérir en catastrophe. Dans une secousse effroyable, l'avion plonge dans l'océan. Par miracle, Dewey et les 2 autres survivants atteignent la rive. L'épreuve qu'ils viennent de vivre, l'eau glacée, leur somnolence s'est évanouie. Dewey reconnaît cet endroit. Il y est venu si souvent en rêve. Il suffit de grimper au sommet de la montagne pour atteindre l'aube de la victoire, il en est sûr. Mais à mi-chemin, une douleur aiguë leur transperce le crâne. L'instant d'après, une vision, Kaidi, morte, dans un cercueil. Un homme en blanc leur demande de s'asseoir, de se reposer, d'accompagner leur compagne. Dewey comprend. C'est encore un tour de l'homme-éléphant pour les empêcher d'atteindre leur but. Il rampe péniblement jusqu'au cercueil, fait ses adieux à Kaidi, puis referme le couvercle avec une détermination farouche. L'image se brouille. Dewey et les autres sont de retour à mi-pente. Levant les yeux, ils voient une imposante structure de pierre au sommet de la montagne. Leur destination finale. C'est alors qu'un vieil homme s'approche. Il leur sourit. Vous êtes en sécurité maintenant. En un clin d'œil, ils se retrouvent dans une communauté peuplée de survivants venus du monde entier. Le vieil homme leur explique. Ils ont tous été appelés ici par l'homme masqué pour trouver refuge. Dewey est submergé de questions. Qui cherche à anéantir l'humanité? Le vieil homme sourit énigmatiquement. Cette question, mon garçon, tu devras la poser toi-même à l'homme masqué. Peu après, Dewey pénètre dans la structure de pierre. Et il le revoit, l'homme masqué de ses cauchemars. Celui-ci lui révèle la vérité. Leur monde a été envahi par des esprits maléfiques. La baleine géante, gardienne ancestrale de la nature, recrute des combattants à travers le globe pour mener la résistance. Dewey est l'un d'eux. L'homme est encore sous le choc. Notre combat n'est-il pas terminé? L'homme masqué hoche la tête, gravement. Et Dewey voit alors ceux qui étaient morts dans leurs rêves rouvrir les yeux. Dans leurs pupilles brille l'inquiétant symbole triangulaire. Voilà tout le contenu de la première saison de Au bord du sommeil éternel. À en juger par le rythme effréné, l'intrigue ne fait que commencer. S'il y a une 2e saison, elle promet d'être palpitante. Car ces humains revenus à la vie sont très certainement sous le contrôle des forces du mal. Comment nos quelques héros sur l'île pourront-ils affronter cette armée grandissante de morts-vivants? La question reste en suspens. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la suite, une prochaine fois.